C'est comme ça. Oh, voilà. Un truc comme ça à la limite. Ça, c'est pas mal. C'est bizarre. Attends, faut faire ça. Mais grave. Moi, je prends les vrais rires. Des gamins. Moi, je prends les vrais rires, j'adore. Bonjour à tous et bienvenue dans le MAC de MMA Story France. Je suis ravie de vous retrouver avec une pléiade d'invités. Et oui, vous savez, à chaque fois c'est la crème de la crème. Je vais vous les présenter. Alors, on en a un qui est venu de loin. Il est venu de Belgique et vous le verrez très prochainement dans l'organisation YFC en main event. Ce sera le 22 mai. Et je peux vous dire aussi autre chose, c'est que le Bigfoot, apparemment, on nous a dit que c'était une légende, mais lui, il l'a affronté, il l'a combattu et il l'a vaincu. J'ai appelé Monsieur Quentin Rouskov Domingos. Comment ça va, Quentin? Ça va et toi? Bah super. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu présent parce que venir d'aussi loin, Merci pour l'invitation. c'est un plaisir. Et également, qui nous vient de la Old School Academy qu'on a croisé récemment lors d'un événement MMA amateur, le Warriors Fight Night à Marseille. Finalement, on l'a rencontré jusque-là, alors qu'il est à Paname, quoi. Et lui aussi a un combat très très important prochainement au mois de juin. Jonathan Bossoukou. Merci Sandrine pour la présentation. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait toujours plaisir d'être avec MMA Story France. Merci. En tout cas, on compte encore sur toi là. On a hâte de voir le fight. Et également une personne dont on entend parler dans tout Paris. Enfin, pas que, mais il est déjà mort de rire. Effectivement, il intervient et il accompagne énormément de combattants. On va s'arrêter là, on en parlera un peu plus pendant l'interview, parce que sinon je vais le gêner. François Maubert. Merci pour l'invitation. Bah, c'est un plaisir, j'ai pas arrêté d'entendre parler de vous, donc là, il y a des choses que j'ai envie de savoir aussi, notamment sur les blessures de fatigue et comment on accompagne réellement un combattant. Okay. Et puis en même temps, profitez-en pour prendre le contact si vous ne l'avez pas, parce que franchement, il est top. On va commencer par Quentin. On peut dire Quentin ou... Ce que tu veux, C'est Rouskov, vrai Quentin, comme tu le sens. Ou Rouskov, afin qu'il puisse quand même nous parler de son prochain combat qui aura lieu à l'YFC. Alors, c'est dans quelques jours, là. C'est ça, ouais, j'ai le manager qui m'a dit il y a 2 semaines et demie, t'as 2 semaines et demie pour perdre 10 kilos. Tu combats, je connais pas l'adversaire, donc tiens-toi prêt. Donc là, je suis encore en plein cutting. Et après là, ça s'est décidé, je dirais dimanche sur l'adversaire. Je devais prendre un grec à la base, au final, je prends un belge. Bon, au final, donc je combats, moi, tout ce qui compte, c'est mon combat de reprise depuis Bigfoot. Du fait que j'ai pas eu de fight en MMA, donc pour un main event en plus, c'est bien. C'est un local, le gars, donc à côté de la maison, c'est parfait. Impressionnant. En quelques jours comme ça, perdre 10 kilos, mais c'est faisable? Bah s'il le dit, c'est qu'il peut le faire. Après, est-ce que c'est bon? Je sais pas. Je pense pas. Mais je le confirme. Il peut le faire. Bon, j'ai des petits mal de crâne, mais bon, après, ça va. J'ai des gens compétents derrière qui me suivent, donc ça va être faisable et je serai en pleine forme pour le combat. Il est vrai qu'avec Rouskov, tout le temps, c'est des défis, et continuellement. Back knuckle, boxing aussi knuckle. Enfin, pourquoi est-ce que vous vous donnez autant de challenges? Bah, après, je me dis qu'on n'a qu'une vie et c'est des trucs qui sont pas mal dans mon style aussi de combat. C'est-à-dire qu'en back knuckle, il n'y a pas à réfléchir, tu te tapes avec le mec, c'est une cage à poules le ring, donc tu as juste à t'échanger, c'est toi ou lui qui tombe. Et bon, pour l'instant, ça va, je suis pas encore tombé, mais c'est un truc, c'est un kiff. Après, c'est pareil pour le Glory, il m'avait appelé 3 semaines avant pour combattre. J'avais jamais fait de pied-point, je venais de la lutte. Je dis, vas-y, pourquoi pas, de toute façon, c'est des expériences à prendre et j'en ai tiré que du bon, donc c'est que bénéfique, quoi. C'est vu comme ça, en même temps j'ai envie de dire pourquoi refuser, c'est clair. Mais est-ce qu'on peut en savoir plus sur le boxing knuckle, c'était ça? Ouais, le bar knuckle. Non, le dernier que vous avez fait, c'était... Ouais, c'était au BKB, c'était en Angleterre, c'était le pur bar knuckle. C'est juste que là j'avais pas les coudes et le clinch, mais au Pays de l'Est ils aiment bien mettre le coude et le clinch, il y a un peu plus de sang. Mais là c'était pur, en gros c'était de l'anglaise mais sans les gants. Et ouais, c'était une bonne petite expérience, ça a été rapide donc j'ai pas pu prendre vraiment de sensations, mais je vais y retourner très prochainement. Faut prendre un peu plus de temps pour les finir, sinon sinon on n'a pas le temps de voir. Ouais. Et il y avait également, juste avant, une autre organisation, mais je crois qu'il y avait un souci de poids au niveau. C'est ça, c'était au Mekdan, je devais faire la ceinture, et en l'occurrence là il y avait le clinch et les coudes. C'était contre un russe qui arrivait du jeudi à 130 kg et il devait se peser du samedi à 120, et le jour de la pesée était à 127,7, donc ceinture annulée vu que, en plus c'est pour un titre, donc il est obligé de faire le poids malheureusement. Mais c'est rare pour les heavyweights justement de devoir perdre du poids.
Au final, on se rend compte qu'on doit tous cutter. Après, je pense que c'est plus dur pour un 70 qu'un gars de 130 comme moi, mais on le fait quand même. Et puis c'est tout, ça reste un boulot. On est professionnel, donc on doit rester jusqu'au bout. Après, il l'a pas fait, tant pis. Après, de toi, moi j'ai reçu ma paye quand même, donc je suis pas rentré bredouille, ça va. Mais c'est frustrant, autant de préparation pour au final pas combattre, parce que le mec est pas pro, c'est frustrant. Et c'est ce qui permet peut-être au MMA de rester intéressant même dans la catégorie des poids lourds. Ce qu'on peut peut-être pas voir en judo ou en boxe anglaise où il n'y a pas de poids limite et du coup on peut voir des athlètes qui sont pas athlètes du coup. Et là ça reste en poids lourd, on est obligé d'être un athlète. Bon, il y a une petite limite quand même. C'est vrai que dans les autres disciplines, il va faire 99 kg, l'autre 140. Tu le sens quand même la différence. L'UFC, hein, quoi. Voilà. Ouais, on peut le voir déjà en plus la différence entre l'UFC d'aujourd'hui et par exemple le Pride d'avant. On pouvait avoir des mecs à 300 et quelques kilos comme on a déjà vu face à un mec qui en faisait 89. Ouais. Et le combat il est impressionnant pour un néophyte, mais en termes de qualité de combat, peut-être que c'était moins, c'est pas ouf, hein, moins cool. Alors qu'aujourd'hui un athlète qui fait 120, ça reste un athlète en fait. Après, on peut dire qu'en tant que spectateur, nous, les différences de poids, ça ne nous dérange pas. Voilà, mais en tant que combattant, si jamais on vous met face à quelqu'un qui a vraiment beaucoup plus de poids, par exemple, ou beaucoup moins, peu importe, que ça vous dérange? Moi, j'arrive à combattre en 84, en 93, limite en heavyweight aussi. Du coup, en vérité, c'est un facteur important. Mais après, il y a aussi peut-être des techniques et des qualités physiques qui peuvent permettre à des athlètes de pouvoir combattre dans plusieurs catégories et d'autres moins. Sûrement, mais oui, c'est important quand même, mais ça va dépendre je pense, du style et des qualités physiques d'un athlète. C'est quoi votre poids de forme, Jonathan? Moi, mon poids de forme ou de mes formes? C'est ça la vraie question. Le poids, quoi, en temps normal? Là, par exemple, je fais 99 et je combats en 93 et enfin en 84 middleweight déjà habituellement, normalement, et je peux aussi combattre en light heavyweight du coup maintenant. Et le prochain combat, il est en middleweight, okay. À 84. Oh, ça va. Il reste plus d'un mois, c'est ça? Ouais, c'est ça va le faire. Et comment ça va se passer, justement, cette préparation? Du coup, les entraînements, comme d'habitude, 2 fois par jour, du lundi au vendredi, avec un samedi auquel je fais un entraînement qui va être dirigé vers la course et le fractionné. Et après, essayer de réduire la malbouffe, parce que je suis à 99, mais parce que je mange vraiment mal. C'est-à-dire beaucoup de sucre, énormément de sucre, pas énormément de légumes, beaucoup de viande rouge et beaucoup de viande en général, et pas mal de soda. Du coup, j'essaie de réduire toutes ces choses-là, amener de la nourriture variée dans mes assiettes, et déjà, ça va fondre un peu pas mal. Et puis le reste, essayer de perdre ça au niveau de la transpiration, comme on connaît, comme le cutting qu'on peut voir pour d'autres athlètes, de grands athlètes à l'UFC. Moi aussi, je le pratique, mais à moindre mesure. Je ne vais pas jusqu'à des 10 kilos sur les 3 jours. Je vais plutôt aux alentours de 3-4 kilos pour arriver dans ma caté. C'est pas comme Roscoe, quoi. Il n'a pas de choix, là. Mais lui, c'est parce que c'est un défi aussi. C'est un truc qu'il a appris il y a 2 semaines. Je pense qu'on peut moins bien planifier quand c'est comme ça. Ça, il faudra qu'il nous le dise. Justement, puisqu'il accompagne, on va quand même présenter François Maubert, masseur kinésithérapeute du sport. C'est ça. Et aussi, il accompagne pour la préparation des combattants. C'est ça. Et il y a autre chose encore, je crois. Préparation physique. Voilà. Aussi. Mais effectivement, tout ça orienté sport de combat. C'est ça la petite casquette. Pourquoi? On se demande pourquoi. Mais j'ai réuni mes 2 passions. J'ai réuni les sports de combat et la kiné. Et ça a fusionné, ça a donné ça. Et du coup, j'ai étudié, parce que voilà, on peut pas tout pratiquer. J'ai essayé de pratiquer un maximum de styles. Par le MMA, c'est pratique parce que justement, on touche un peu à tout. Mais après, j'ai essayé de m'intéresser au jiu-jitsu, aux spécificités de chaque sport et de l'amener dans la kiné et dans le but de, voilà, l'athlète se blesse, il vient. Tu pratiques quoi? De la lutte, ok, et je vais t'orienter dans la rééducation pour que tu retournes à la lutte le plus vite possible. En gros, voilà le quotidien de mon métier. Ça, c'est pour le cabinet. Et puis après, effectivement, j'accompagne les athlètes alors dans les différentes organisations de MMA, soit pour des soins de récupération, favoriser le sommeil essentiellement, libérer les tensions, etc.
Et les soins post-fight, voilà, de soigner quoi, la personne et puis surtout prévenir les blessures, c'est-à-dire qu'il s'est blessé, savoir est-ce que la blessure est grave, dans combien de temps il va pouvoir recombattre, voilà, pour prendre en charge le plus rapidement possible. Parce que ce qui se passe, c'est que l'athlète se blesse, et puis ça traîne, il retourne au club, il s'entraîne dessus, et puis là, on lui donne une short notice, il recombat avec la blessure, du coup la blessure s'aggrave, et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc mon taf, c'est de choper la blessure à la racine. Il combat, il se blesse, hop, je soigne, et j'oriente pour qu'il puisse combattre le plus longtemps possible dans la meilleure condition. En voilà, mon taf. Ça fait rêver de l'avoir à ses côtés, franchement. Ah, c'est le côté professionnel qui commence à arriver dans le MMA français et dans le MMA mondial, je pense. Après, il faut de tout. C'est ça. Après, le souci, je vais pas me mentir, il n'y a pas d'argent à se faire. C'est ça. Ça, faut bien le dire aux jeunes, parce que j'ai plein de jeunes kinés qui me disent « Waouh, comment t'as fait, nanana, nanana ». Je me suis investi. J'ai investi et je continue à m'investir. Et quand je suis parti accompagner Francis, j'ai payé mon billet, j'ai payé mon hôtel. Voilà, c'est comme ça. Ne me regarde pas comme ça. Je suis choquée. Ouais, je vois. Mais vraiment, ouais. C'est pas possible. Bah si, c'est comme ça. Donc, mais d'un autre côté, je me serais jamais retrouvé dans le coin avec Francis, enfin dans le main event de la soirée contre Ken Velasquez. Je me serais jamais retrouvé dans ce coin-là si j'avais pas sorti mes billets. Tu vois. Donc, entre guillemets, ça demande un investissement. Voilà, on peut pas. Je fais pas ça pour l'argent, quoi. Il y en a pas. Est-ce que cette connaissance, au final, après, tu peux la monétiser d'une autre manière par la suite? Là, par des formations, par voilà. Là, je suis en train de monter une formation e-learning, justement pour les différents, avec 2 autres personnes, pour former les étudiants qui me demandent et aussi les coachs. C'est-à-dire que mon but, c'est pas former que les kinés, c'est aussi que les coachs de salle qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un kiné ou qui n'ont pas de kiné à disposition, qui puissent mettre en place le maximum pour leur athlète. Voilà, en gros. Et ça, c'est un truc que je vais monter, je suis en train de le monter là, ça se fait. Donc ouais, c'est un peu là, je convertis le truc. Alors là, du coup, je suis obligée de changer comme d'habitude. Là, je vais faire la justicière. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour pouvoir réaliser tous vos projets là, en lien avec le MMA? Qui il faut appeler? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui vous manque? C'est-à-dire là, par exemple, vous avez un projet d'e-learning qui va se mettre en place. Vous avez besoin de quoi? De sponsors, d'aide, d'investisseurs? Qu'est-ce qui vous manque? De temps, c'est tout. D'accord. Ouais, c'est juste qu'il faut que j'ai du temps parce que je vais pas parler de rançon de la gloire, c'est une gloire, mais on me sollicite beaucoup à droite, à gauche. Donc quand je pars à droite. Hop, je peux pas travailler sur le projet. Donc voilà, c'est juste une histoire de temps. Encore une fois, j'attends rien de l'extérieur. J'investis dans ma propre personne. Après, je vois ce qui tombe. Moi, je kiffe en fait. Ouais, je comprends. Je kiffe. C'est être à l'UFC, payer mon billet et tout, et gérer l'athlète dans le coin, être dans le coin. Moi, c'est ça. Moi, c'est mon plus gros kiff. Elle est là, ma paye en fait. Après, j'ai mon cabinet pour le côté financier pur. J'ai mon cabinet, voilà, je l'entretiens, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, je m'amuse. Voilà. Je comprends, de toute façon, des passionnés de MMA, on sait ce que c'est. C'est la rançon, en fait, c'est de pouvoir rencontrer notamment Yoel Romero, je tiens à le dire. Je ne sais pas si vous avez suivi ma petite boutade auprès du président du Bellator. On fait ce qu'on peut, quand on veut quelque chose. C'est important, c'est important. Mais par contre, j'ai eu le temps d'avoir une conversation avec Melvin Maneuf, donc mon autre tonton, pour ceux qui ne le savent pas. Ça, c'est les kiffs. Ça, c'est les vrais kiffs d'assister à des événements grandioses comme on peut avoir maintenant à Paris, en France, à Marseille, partout. Enfin, du bonheur, Qu'est-ce que ça fait, cette légalisation, pour vous? Jonathan, vous étiez déjà sur la lancée, vous aviez un truc à dire. Moi, la légalisation, je pensais comme nos aînés, on allait être aussi une espèce de génération sacrifiée aussi, où on allait peut-être voir la légalisation arriver dans encore plusieurs années. Mais du coup, elle est arrivée en 2020 maintenant, en plein Covid, ce qui a été dommage au final. Mais bon, elle est arrivée maintenant qu'on est là, on va la savourer, on va dire. Maintenant, ce que ça change pour l'instant, c'est pas forcément, il y a plus de visibilité en termes de médias.
il y a plus de médias qui se créent. Par exemple, le vôtre aussi, MMA Story France. Avant la légalisation. Je tiens à Non, dire. c'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais ça amène aussi ça amène plus de choses en fait. Ça amène plus d'acteurs en fait dans le secteur du MMA et c'est cool. Ça va normalement, ça devrait apporter un peu plus de sponsoring aussi pour les athlètes, encore une fois. Mais après, en tant qu'athlète directement, moi, ce que ça a changé, pour moi, rien du tout en fait. Ça reste pareil. Je suis un athlète avec un profil, je pense, qui est assez compliqué en France, du fait que je ne combats pas en France depuis plusieurs années. Un palmarès pas forcément séduisant. Du coup, aujourd'hui, comme on est au diktat de l'invaincu, bah, moi, je suis très loin de... On peut rappeler le palmarès du coup. J'ai 8-7-1, du coup 8 victoires, 7 défaites et un match nul et un non-contest aussi. Et peut-être qu'il y a une défaite qui va être transformée en no-contest, c'est en jugement parce que mon adversaire il avait été attrapé dopé pour des stéroïdes au Canada. Bon, c'est comme ça, on verra ce qui va se passer dans l'avenir, mais pour l'instant il a 8-7, 1 et 1. Mais pourtant, je suis peut-être un combattant qui fait quand même du spectacle, mais en France, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément quelque chose qui compte énormément. Mais peut-être aussi parce qu'en fait, les spectateurs, en vérité, ils ne voient pas autant que ça le spectacle. Parce qu'ils le voient quand ils sont à l'événement, ils le voient par parcimonie sur des highlights. Mais comme on n'a pas de diffusion gratuite ou de diffusion sur une télé de chaîne de TNT, par exemple, tout le monde n'a pas la possibilité de voir des combats dans son entièreté. Et du coup, bah, un profil comme moi qui n'est pas forcément quelqu'un qui se vend plus que ça sur les réseaux sociaux ou qui n'est pas forcément un trash talker, etc., bah, les spectateurs, peut-être qu'ils n'accrochent pas directement sur ma personne et sur l'athlète. Et par contre, je suis un peu plus apprécié à l'étranger. Mais quand je vais à l'étranger, ils savent que je suis un combattant solide. Ils veulent me faire venir pour continuer à faire progresser leurs athlètes. Du coup, je me fais un peu balloter partout. Et la légalisation en France, bah, moi, j'en bénéficie pas encore. Mais peut-être à l'avenir. Alors déjà, on a juste un petit point sur lequel je voudrais rebondir. L'équipe TV va enfin diffuser, du coup, par exemple, l'ARES. C'est l'ARES le prochain, c'est l'ARES 6. Ouais, c'est ça. Va être diffusé, donc déjà, ça va être une ouverture. Parce qu'avec toute la visibilité, vous n'y arrivez plus, avec toute la visibilité dont ils bénéficient, je pense que ça va vraiment aider. J'ai hâte, j'espère. Parce que jusqu'à pour l'instant, ils diffusaient en fait des anciens événements ou des classiques. Des classiques, ouais, voilà, des classiques. Pas négligeable quand même. Non, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, mais du coup, c'est pas dans l'air du temps. C'est-à-dire que les athlètes d'aujourd'hui, on les connaît pas. Et les athlètes français, on les connaît pas. Et du coup, en fait, nous, on peut pas montrer nos talents aux spectateurs en fin de compte. Et on passe, on continue à gagner des années, on continue à faire des trucs, mais on ne bénéficie pas encore forcément de la légalisation du MMA en termes médiatiques. Et du coup, on n'arrive pas à pouvoir construire quelque chose de solide. Ça nous pose un peu ça nous pose des difficultés, mais c'est vrai que si l'équipe s'y met et qu'il y a des bons chiffres, il y aura peut-être d'autres chaînes de la TNT qui vont s'y mettre aussi. Mais là, on va vraiment voir la différence par rapport à avant. Je pense que ça va quand même arriver, parce qu'il y a eu quand même des prémices, Sixplay aussi qui s'était investi. Je pense qu'au fur et à mesure, on voit des documentaires aussi passer sur France Télévisions, En Cage. Je fais un coucou à monsieur David Païs aussi pour son documentaire. Ça vient de plus en plus. Voilà. Il y a Bruz aussi qui s'y intéresse au travers d'Ibra. Voilà, moi je pense que ça met du temps, comme tout le monde, comme tout passionné, on dit c'est un peu long, mais voilà, les choses sont en train d'avancer au fur et à mesure et certains découvrent encore le MMA. Malheureusement, ils ne connaissent pas et voilà. Mais au moins déjà, on n'a plus la blague MMA, zéro tracas, zéro blabla. Bon, on l'a déjà plus maintenant, tout le monde nous connaît un peu grâce à Cyril. La MMA. Ouais, la MMA. Il y a encore des trucs, Ou sinon... Il y a toujours l'UFC. Histoire de... Tu fais de l'UFC, ouais. Ça commence à disparaître un peu, mine de rien. Même si c'est très solide parce que grâce aux jeux vidéo, ils ont réussi à avoir une grosse place. Mais je trouve que ça change. Il y a 10 ans, c'était chaud. Il y a 10 ans, c'était chaud. Comme je dis tout le temps, quand j'en parlais, mais on me regardait, on me dit mais qu'est-ce qu'elle raconte c'est un truc de fou. Je veux pas revivre ça, moi. Rusco.
Alors du coup, le statut du combattant, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Parce que du coup, vous acceptez énormément de défis dans d'autres organisations qui ne sont pas forcément en MMA. Mais Bah, je pense que c'est plus la reconnaissance pour les athlètes qui représentent justement la France. Moi, je représente un autre pays, mais par exemple, je pense que tu représentes aussi la France. Moi, je représente la France, c'est mon pays d'origine, mais En fait, c'est souvent les mêmes têtes qui ressortent tout le temps, alors qu'il y a des athlètes, même si leur sherdog n'est pas ouf, ou il est peut-être pas top, ils vont faire plus de spectacles, ils vont avoir un plus gros niveau que certains. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de favoritisme en France par rapport à ça. Ouais. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. C'est pour ça que nous, on essaie de trouver un petit peu tout le monde. Ouais. On essaie, enfin, on connaît, hein, mais on essaie vraiment de... Pour moi, c'est important. Quand j'ai voulu monter MMA Story France, je l'ai fait parce que ça me marquait d'avoir autant de combattants. Et quand on en parle, les gens nous regardent, mais de quoi tu parles? Enfin, je peux pas accepter un truc comme ça. C'est plus possible. On en a qui combattent à l'étranger. Je parlais de Florani il y a pas très longtemps. On m'a regardé, on m'a dit qui? J'ai fait OK. Florani, qui en plus elle était à l'Invicta, elle avait fait un gros combat. Et en même temps, grâce à elle, on a accès à des personnes comme... elle s'est mariée d'ailleurs récemment, notre chère championne maintenant, qui a terminé Mademoiselle Rose. Un truc de ouf. Carla Esparza, grâce à elle, j'ai pu la rencontrer. Vous voyez, enfin, c'est vraiment incroyable d'avoir autant de personnes qui font des sacrifices et qui sont encore cachées un petit peu partout parce que on les met pas en avant, parce que forcément, c'est ça aussi le monde des médias, c'est le favoritisme. ouais, c'est clairement, une fois qu'on a son petit réseau, on a tendance à l'entretenir régulièrement. Mais moi, je mettrais pas. C'est vrai qu'MMA Story France, on vous voit partout. En fin de compte, on vous voit sur plusieurs événements. Et ça, c'est cool, que ce soit pour des athlètes amateurs qui sont en train de se construire ou des athlètes professionnels qui sommes déjà là. Vous êtes là en train de nous interviewer, poser des questions, partager ce qu'on fait. Du coup, c'est plutôt cool. Récemment, vous avez partagé mon affiche pour mon combat en Roumanie le 24 juin. Du coup, c'est plutôt cool. Mais est-ce que... Moi, je ne mettrais pas forcément que la faute sur les médias et j'essaierais de nous interroger nous-mêmes les athlètes. Et c'est vrai, peut-être que des fois, nous aussi, de notre côté, on ne fait pas forcément le boulot adéquat pour être connu aussi, pour être connu. Mais encore une fois, c'est un espèce de... Comme pour les combats, il faut avoir le bon match-up pour pouvoir réussir des fois. Et là, pour notre notoriété, c'est pareil. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre et le bon match-up par rapport à notre personnalité, par rapport à ce qu'aussi on aspire. Et ça va. Développer les réseaux, je le dis tout le temps, n'est-ce pas, hein? Tout passe par là. Il faut absolument développer vos réseaux parce que maintenant ça passe par là. Les sponsors, ils ont encore du mal avec le MMA. Hein. C'est quand même encore cette image violente qu'on essaie encore de gommer. Enfin, on ne peut pas vraiment gommer l'image violente, mais il faut qu'on accepte tout simplement que ce sport, il est comme ça et qu'on ne vous force pas à aller vous battre. Voilà, on le voit, ils y vont de leur plein gré. Ils adorent ça. Il y a encore tout ça à faire et c'est vrai que ça passe aussi par vous. Voilà, vous les combattants, à montrer ce que vous faites, à montrer que, voilà, là par exemple, je n'ai pas vu que Rouskov était en train de souffrir pour perdre du poids. Je dis ça, je dis rien. Ouais, non, je souffre en silence. Je dis ça, je dis rien. Hein. J'aurais pu le voir sur les réseaux. Hein, C'est vrai, je pourrais le mettre, mais elle va être dure là, vendredi, des hydratations et tout. Là. Je pourrais peut-être mettre une photo où je suis allongé, je bouge pas. Mais... Oui, mais il faut. Hein. Comme voilà, moi, je conseille vraiment pas mal de combattants. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, parce que c'est hyper important. On est là pour le développement du MMA et de l'accompagner au fur et à mesure. Et ça va devenir un truc grandiose. Ça là à l'étranger, pourquoi pas ici? C'est clairement ça en fait. C'est clairement ça. C'est clairement ça. On est des personnes, on est des êtres humains qui ont décidé de pouvoir essayer de développer notre passion en France et que ce soit pour moi, Rouskov ou François, je pense qu'on a tous décidé de vouloir développer notre passion en France en sachant que ce n'était pas forcément le pays le plus adéquat pour ça. Du coup, maintenant, à nous de faire les choses et en essayant que les partenaires nous suivent en fait sur notre construction. Il va y avoir encore un grand changement prochainement puisqu'il n'aura pas besoin de payer son billet, François, ce coup-ci. Ce sera directement à Paname, à l'UFC à Paris, enfin. C'est ouf. Moi, je compte les jours déjà. Je suis déjà, suite au Bellator, hein, le Bellator qui était très bien. Vous y étiez? Oui. Non, c'était impressionnant. Bellator? J'étais pas là, j'étais en stage en Espagne avec la Law School Academy. Ah, nous on s'est vu au Bellator de toute façon. Donc, c'était ouf le Bellator. Ouais, vraiment. Ouais, l'UFC, je pense que ça va être quelque chose. Ça va être encore pire, je pense. Ah là, ça va être quelque chose. Sens, ouais.
Ils n'ont pas encore mis les billets, là. On attend déjà. Non, mais il est hors de question. Hein. Vous ne payez pas votre billet cette fois-ci. Hein. Moi, je me débrouille. Il ne paye pas son billet. Ça va pas ou quoi? J'ai pas mon question. L'annonce, elle a été officielle ou Ah oui, c'est officiel. Ok. Et du coup, c'est un Fight Night. Du coup, je pense, ouais. Ouais, c'est un Fight Night, je pense. Okay. Du coup, ils vont prendre Bercy, Zénith, ils vont prendre quoi? Ok. Ça aussi, ça va. Je sais pas. On a entendu des trucs, hein, mais on sait pas. Peu importe la salle qu'ils prennent, franchement, ça va être juste ouf. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se déplacer aussi, même de Belgique aussi, par exemple. Mais ce qui va être surtout important, ça va être nous, spectateurs, en fait, qui va donner le là pour un prochain événement, en fait. Parce qu'on a pu voir, je me rappelle très bien, mais à une époque où l'UFC était parti en Allemagne, ça s'était pas bien passé, ils y sont plus jamais retournés. Et pourtant, le MMA s'est super bien développé là-bas. Et du coup, je dis à tout le monde, à tous les spectateurs, à tous les fans de ce sport, si on veut continuer à avoir régulièrement des événements UFC, il faut vraiment qu'on participe à cet événement, qu'on soit actif. Et ça donnera envie à l'organisation déjà de nous faire un UFC numéroté. Du coup, avec pas mal de stars et pas mal de futures stars françaises aussi. Et derrière, d'avoir des événements réguliers en fait en France. Parce qu'ils en font régulièrement en Angleterre, en terre britannique, mais ils en font plus en Germanie depuis X années parce que c'était mal passé. Enfin, ils ne s'attendaient pas à ça et c'était pas bien passé à cette époque-là. Du coup, il faut vraiment qu'on soit actif. Déplacez-vous en masse. Mais franchement, faut tout éclater, quoi. Je ne sais pas ce qu'il faut dire d'autre, mais il faut vraiment venir parce qu'on l'attend depuis tellement longtemps. Mais c'est un rêve, là. Ouais, c'est quelque chose. Hein. C'est un rêve. Moi, depuis des années, je suis là, oh, je veux qu'ils viennent ici. Enfin, voilà. Ça y est, c'est bon. Et ça va nous faire changer beaucoup de choses pour notre discipline. Les sponsors, les partenaires, etc. vont peut-être s'intéresser un peu plus aux combattants français. Et puis surtout, il y en a plusieurs qui seront sur la carte, même si j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé avec Fares Ziam. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ouais, il a été ressorti. Ouais. Après, c'est en fonction des résultats aussi. Dommage pour l'UFC qui arrivait. Quoi, ouais, c'est mal tombé. Mais bon, après, l'UFC, c'est comme ça. Tu as un bout de viande. Hein. Ça aurait pu te mettre à la poubelle. Là. C'est ça que je trouve qui est dommage avec l'UFC. D'autres orgas, ça va, ils prennent soin de toi, mais l'UFC, ça va pas. Bah, tu bouges, c'est tout. Et peut-être grâce à Francis, il va faire un précédent et on va pouvoir avoir une autre considération pour les athlètes mondiaux qui vont à l'UFC. Ils vont tous pouvoir renégocier leur contrat après par la suite. Mais là, Francis, en ce moment, il a d'autres envies aussi. Hein. Ouais, mais... Où il y a l'argent, après, il y a raison, hein, dans un sens. Moi, pour être honnête, je prends plus de sous en bark knuckle qu'en MMA. Sérieux, à ce point-là? Donc, après, le MMA, ça reste ma passion, mais quand tu as une famille à nourrir et tout, il faut réfléchir. C'est pas en combattant là, je vais pas prendre des 40 000 en MMA. Dans les médias, à moins que l'année prochaine, ça se passe bien et on fait le taf. Mais à choisir, c'est vrai que je prends plus d'argent en bark knuckle, ça c'est sûr. D'accord, ouais, c'est encore difficile pour salaire. Puis avec tous les frais aussi. Ouais, tous les frais à côté, parce qu'il faut payer François. Bah ça, heureusement, parce que le bar knuckle, t'as besoin après. Hein. C'est violent. Est-ce que vous avez déjà suivi quelqu'un qui sort du bar knuckle Ouais, j'en ai eu un qui bon, il venait pour un truc à rien à voir. Il s'est fait mal au genou en glissant, mais pendant le combat. Mais moi, c'est surtout pour les mains que, puis au final, ce qu'on disait en off, vous savez que peut-être en bar knuckle, on a quand même une petite retenue au niveau des mains quand on frappe. Et puis il y a surtout l'adrénaline qui fait qu'on ne se rend pas trop compte. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de fractures de mains en MMA, de plus en plus. Avec, en fait, là, on discutait avec plusieurs coachs et en fait, on s'est aperçu qu'en prépa physique, on augmente le physique des athlètes, la préparation physique dans les sports de combat, ça arrive de plus en plus. Du coup, on augmente leur qualité physique et ils frappent fort, ils frappent de plus en plus fort. Mais une main, ça reste une main et une tête aussi. Et quand on frappe en grand and pound dans le sol, pleine patate, voilà. Donc du coup, beaucoup de fractures de main en ce moment. Voilà.
Ouais, j'ai croisé quelques combattants aussi avec ce cas-là. Ce qui m'est arrivé à mon dernier combat sur du Ground and Pound. Mais Ouais, c'est ça. Il avait la tête dure, c'est ça? ouais, en plus, c'est même pas forcément sur la tête, c'est sur le visage, vraiment. C'est là où j'ai voulu le remonter pour finir le combat. Et quand j'ai frappé, j'ai senti que la main, c'était peut-être fracturée ou un truc comme ça. Mais c'est aussi comme il pouvait dire, c'est aussi une blessure qui vient d'avant, en fait. Et après, je sais que les mains, c'est très dur à soigner non plus, aussi. C'est quelque chose. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est pas facile et ça laisse des séquelles en plus. C'est-à-dire qu'après, la main elle peut rester sensible. J'ai certains combattants, ils ont dû changer complètement leur façon de combattre parce qu'ils n'arrivent plus à frapper fort de cette main-là. Donc ouais, c'est pas facile à rééduquer, c'est pas super divertissant à rééduquer non plus parce que c'est des exos. Oui. Voilà, c'est les seuls qu'on voit dans le cabinet, Ouais, ils sont vrai. comme ça, on comprend pas. Mais du coup, alors ça c'est ma curiosité, hein, quand on tape et qu'on sent qu'on s'est blessé, on se dit je vais moins taper ou continuer à Continue. donner? Moi, pour ma part, rupture totale de l'adducteur, je suis resté par terre. Après, les autres fois, j'ai déjà eu ici les fractures. De toute façon, t'es obligé de le finir. Donc, tu auras mal encore 15 secondes. Après, c'est bon. Donc, tu prends sur toi et. On pense pas du tout au dommage. Non. Qu'on Non, se à crée. part quand le corps il dit il veut plus, moi je suis resté par terre, je pouvais pas me lever dans tous les cas. Mais la douleur elle vient pas tout de suite. Enfin pour ma part, après je sais pas. Moi, du coup, je me suis fracturé 2 fois la main, du coup. Et la première fois, c'était face à Fabien Edwards au Bellator. Et la problématique, c'est que c'est au 2e round et je viens d'en perdre 2. Et là, on me dit, il faut que tu le finisses. Je dis, ok, mais coach, j'ai la main cassée. Du coup, ça veut dire que je le sentais dans les gants que j'avais la main cassée. Mais en fait, même comme François pouvait dire, on voit qu'en fait, mon 3e round, ma manière de boxer, elle a complètement changé. Et je le fais pas consciemment, en fait. Inconsciemment, directement, je sais que la main, elle est fragilisée. Et en plus de ça, c'est ma main droite sur un gaucher. Alors là, c'est vraiment. là, c'est des détails techniques, mais là, c'est vraiment compliqué. Le cerveau, il analyse la situation. Hein. C'est vraiment Il analyse, il dit alors les forces, les faiblesses, ok, vu ce que tu me demandes avec la force que j'ai, je vais pouvoir te donner que ça. Voilà, le cerveau, il fonctionne comme ça. Donc c'est sûr que ça. On l'a vu Francis avec son combat contre Cyril. Pareil, il avait les deux genoux blessés. Bon, on l'a pas reconnu. Par contre, on dit waouh, pourquoi il frappe pas pareil? Il a dû adapter complètement son jeu. Mais bon, là, il l'a anticipé. Mais pendant le combat, c'est pareil. Ouais, et du coup, tu te retrouves à devoir faire avec comme François disait, avec tes forces et tes faiblesses. Et voilà, j'ai fait le 3e round comme ça. J'ai peut-être gagné mon 3e, mais j'ai perdu le combat en tout cas. Et là, cette fois-ci, c'était la fin en fait, comme il disait. Il reste 15 secondes, tu frappes, ça passe. Si ça casse, c'est compliqué, si elle revient. mais là, c'est passé. Du coup, à la fin, tu dors mal le soir, mais tu dors avec la victoire. C'est mieux. Je voudrais qu'on puisse parler quand même des blessures de fatigue notamment, parce que c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Comment est-ce qu'on se blesse à la dernière minute ou la semaine qui précède son combat? Pourquoi? Les blessures de fatigue. Oui, j'entends tout le temps que ça s'appelle blessure de fatigue. Il y a la fracture de fatigue, mais la blessure de fatigue, je ne connais pas. La fracture de fatigue, c'est à force d'avoir des micro-traumatismes répétés. Il y a une fracture qui se fait au niveau de l'os. Mais c'est une fracture, c'est pas une fracture impressionnante, c'est l'os, hop, se craquelle, se fissure. Et voilà. Mais il n'y a pas de blessure de fatigue. Par contre, il y a des blessures de surentraînement. Et ça, c'est une mauvaise programmation. Comme on disait en off, s'amuser à faire des sprints la veille du combat parce qu'on veut faire son fractionné, c'est le meilleur moyen de se déchirer les ischios quand on n'a jamais fait de sprint dans toute la prépa avant. Donc c'est plus dans cette notion-là qu'il faut le prendre. C'est blessure de surentraînement ou de mal-entraînement plutôt que blessure de fatigue. Après, il y a fracture de fatigue, ouais, ça arrive. Oui, parce que c'est quand même quelque chose qui arrive, j'ai envie de dire, un peu souvent. Hein. Ouais. Pas trop de fractures de fatigue dans les sports de combat, pas trop.
Il y en a un petit peu plus en boxe thaï. Ils utilisent notamment au niveau du pied, à force de faire de la corde à sauter, à force voilà, beaucoup d'impact. Mais encore une fois... Est-ce que c'est pas... parce que moi je l'entends souvent quand le combat est annulé, peut-être que c'est aussi une excuse, enfin c'est pas une excuse, mais bon, voilà, on sait peut-être pas forcément ce qu'on a à ce moment-là, et c'est ce qu'on me dit comme, oui, je suis un média, donc peut-être c'est ça. Je viens de comprendre le truc. Donc des fractures de fatigue, et bon, voilà, parce que aussi il y a énormément d'entraînement, et qu'il faut peut-être se calmer la veille de son combat, c'est ça. C'est la gestion de la récupération en fait. S'il n'y a pas autant de récupération que d'entraînement, automatiquement ça dérive vers la blessure. Donc si on n'a pas les grands piliers sommeil, nutrition qui sont propres et gestion de la charge, si ces 3 piliers-là ne sont pas respectés, on s'oriente quoi qu'il arrive vers des galères. Que ce soit la blessure, que ce soit des problèmes de poids, de la gestion du poids à la fin. Voilà, donc c'est sûr que ça fait partie du pack combattant, quoi. Voilà. Une préparation idéale, c'est combien de temps? Parce que bon, on sait que vous avez beaucoup de short notice, mais c'est combien de temps? Ça dépend de chaque athlète. Ça dépend du niveau de chaque athlète. Ça dépend du type de combat, du format du combat. Ça dépend. On peut en reposer des questions, hein, mais je pense pas que tu t'entraînes de la même manière que tu t'entraînes. La préparation, elle n'est pas la même. Là, une short notice comme ça, tu vois, c'est dépendant. Il n'y a pas de prépa parfaite. Ça dépend aussi du passif, non aussi. Si tu t'entraînes toute l'année, forcément... Le niveau. Ah ouais, voilà, c'est ça. Le niveau. Si quelqu'un qui s'entraîne toute l'année... Ouais. C'est ça ce que j'ai fait. Je m'entraînais, mais après j'ai augmenté un peu l'intensité, après j'ai le poids à perdre, mais mis à part ça, j'ai pu accepter le short notice, sinon j'aurais dit en direct. Hein. Également, tout à l'heure, Jonathan nous parlait de dopage. J'entends parler de dopage très souvent, il y a beaucoup de choses en off. Récemment, en France, on a un cas, du coup, le main event qui a été du coup annulé avec Saïchef. Vous pensez quoi du dopage en soi? Moi, je suis une personne qui dit, tant que la personne n'est pas prise, je ne parlerai pas de dopage sur la personne. Maintenant, une fois qu'elle a été prise, bah voilà, elle a été prise, elle est dopée. Il y a des sanctions qui sont mises en place. Ces sanctions ont été mises, bon, bah voilà, elle est prise. Moi, il y a une célèbre phrase d'un combattant très célèbre, José Aldo, qui avait dit un truc à un moment donné. Il avait dit, si j'avais besoin de mettre 5 coups pour qu'il tombe, et que là, il ne tombe pas parce qu'elle est dopée, s'il faut que j'en mette 50, j'en mettrai 50. Moi, je suis plus dans cette idée-là. Maintenant, après, c'est comme ça. C'est comme ça, il y aura tout. À un moment donné, aujourd'hui, le MMA, c'est devenu, et le sport, et même n'importe quoi, c'est devenu des manières pour des gens pour s'en sortir, pour gagner de l'argent et pour vivre. Du coup, il y aura toujours des gens qui vont essayer de trouver des manières pour avoir plus de chances de réussir. Et le dopage en fait partie. On l'a dans tous les sports. Dans tous les sports. Dans tous les sports, il y a du dopage. Le MMA, ça sera pareil. Il y aura aussi du dopage. Il y a aussi du dopage. Et on le verra dans tous les sports, on le verra encore. Mais moi, personnellement, j'essaie de ne pas me concentrer sur ça, pas me concentrer sur les athlètes qui ont pu être dopés, qui sont dopés. J'essaie vraiment de me concentrer sur ma performance. Et puis après, si j'essaie de donner le meilleur et que je perds, bah, c'est comme ça. Après, comme là, ça m'est arrivé, mon adversaire, il a été attrapé dopé aux stéroïdes, je ne sais plus lequel. Et voilà, mon combat, il va être mis en no contexte sûrement. Et puis, je continue mon petit chemin. Même si, bah, sur le moment, ça a été dur, j'ai perdu. En plus, j'ai pris un KO sur ce combat-là dans les premières minutes. Bon, bah, c'est comme ça. Je ne me suis pas dit, ouais, même après, quand j'ai su, je ne me suis pas dit, ouais, c'est parce qu'elle est dopée. Je me suis plutôt dit, c'est parce que j'ai mal entrepris notre stratégie avec mon coach et je vais essayer de retravailler. Ça m'a permis de faire un combat après et revenir sur mes basiques et sur mes qualités et gagner assez facilement mon combat juste après. Je pense qu'on peut aussi faire un coucou au coach, hein, Gaëtan Hurtet, quand même. Exactement. On n'a pas mentionné vos coachs, c'est très important. Exactement. Qui vraiment, là, vous commencez à avoir une équipe qui déchire. Ouais, il a vraiment il fait vraiment du très bon boulot. Ça fait maintenant, la Old School, en termes de School, on est là depuis 10 ans à peu près. Et on a pu voir l'évolution. On avait eu un moment important où même lui était athlète. Et on était quand même une bonne team d'Île-de-France, une bonne team de France. On a eu un moment où on était un peu dans le creux.
Et là, vu le travail, avec le travail qu'il a pu faire, on voit qu'on arrive à avoir des athlètes dans toutes les catégories pratiquement, des athlètes professionnels, des athlètes amateurs qui performent. Et c'est superbe, des athlètes avec lesquels on a réussi à gagner des ceintures et on va continuer à gagner des ceintures, on espère. Et franchement, le boulot, il est... Gaëtan Hurtel, il fait du gros boulot chez nous à la Old School. Et moi, je suis vraiment issu de là-bas, j'ai commencé là-bas et on peut voir que... À quel âge? J'ai commencé, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, aujourd'hui j'en ai 26. Je vais sur mes 27, ça fait 14 ans que je fais ça maintenant. Et puis je me considère quand même comme un bon athlète, pas comme l'excellence du tout, pas comme l'élite, mais quand même comme un bon athlète. Du coup, ça montre le sérieux de notre école. Ok. On va parler également de votre team. Hein, bon, moi, je sais que vous êtes managé par le monsieur Guillaume Pelletier qui trouve pas mal de combats partout. Est-ce qu'on peut parler de la team maintenant? C'est vrai que je veux juste faire la parenthèse par rapport au dopage. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, je vais prendre l'exemple Six Chefs, c'est que moi j'étais contrôlé au dopage à mon premier combat. J'étais négatif. 4 mois après, j'étais contrôlé. Je préparais des vacances, donc je m'étais fait un petit truc sympa pour dire d'être bien en forme en vacances. Et de là, moi j'ai pris 4 ans. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand la FLD te contrôle, ils savent retrouver des choses que tu as pris il y a plus d'1 an et demi dans tes urines. Ça veut dire que même si l'athlète, il a pris par exemple quelque chose, comme moi j'expliquais tout à l'heure avec ma déchirure, en 3 semaines, je me suis soigné. Tu ne peux pas te soigner. Il dira, tu ne peux pas te soigner en 3 semaines. Ça veut dire que même si l'athlète, il a pris quelque chose il y a 1 an, la FLD va le trouver. C'est comme si chef là par exemple, c'est malheureux pour lui, mais après il le voit au niveau du pourcentage dans les urines. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué et je vais casser un mythe, c'est pas parce qu'on se dope qu'on est les plus forts. Ça c'est parce que tu en mets plein partout que tu vas être le plus fort, tu vas tabasser tout le monde. La charge de travail à la salle, elle va être la même pour un dopé et un non dopé. Après, moi je connais très bien le milieu, le sujet, ça va peut-être jouer sur 2-3%. Tu vas serrer une soumission, une Kimura, je sais pas, tu vas être chez Géchard. Tu auras peut-être le pourcentage en plus pour lui faire mal. Mais après, honnêtement, tu peux mettre... Je prends un exemple, tu prends un bodybuilder et tu prends un black belt. Parce que l'autre, Donc après, c'est difficile, mais après, je pense qu'en France, il y a un problème, c'est que peu de gens osent en parler ouvertement. C'est ça le problème. Et ils s'en cachent beaucoup, ils disent « Ah, lui, il se dope. » Je pense que c'est un sujet... Dans tous les sports, ils prennent, même du basket, du foot. Donc je pense pas faut pas que ce soit tabou, il faut que les gens ils en parlent. Après, faut pas mentir aux gens aussi. Les gens ils te regardent. Et ils te voient combattre, faut leur dire les choses comme elles sont. Après, ça passe pas. Si les gens ils le prennent comme ils veulent, tu vois. Après, il y a une résistance au coup quand même. Quand tu es dopé, tu as quand même une résistance plus supérieure, aux impacts. Au niveau de l'afflux nerveux aussi, tu as vu, des fois il y a certains produits qui vont te rendre plus nerveux, du coup tu vas peut-être moins sentir. Quand même, il y a un petit avantage par rapport à ça. Et bon, après, c'est vrai que techniquement, effectivement, quand tu t'es pris quand tu as une Kimura ou autre, une Shuji, c'est verrouillé, hein, dopé ou pas dopé, ton bras il va sauter. Ça, c'est sûr. Après, mais il y a une résistance quand même à l'effort. Ce que moi, j'ai entendu dire, et dans pas mal de conversations qu'on dit aussi, c'est aussi, il y a beaucoup d'athlètes qui se dopent pour pouvoir résister à la charge d'entraînement, répéter les efforts. Ça leur permet de pouvoir faire, au lieu de faire 2 entraînements où au deuxième t'es KO, ils peuvent en faire un 3e, ils peuvent en faire un 4e voire. Et du coup, factuellement, ça fait améliorer leur qualité physique ou leur technique. Mais c'est comme ça qu'on voit après des fractures de fatigue justement, des fractures de fatigue sur des low kicks, la fameuse jambe qui part, tout ça, faut pas se mentir, hein, c'est super rare dans la vie quotidienne, dans n'importe quel sport, de se faire une fracture pareille. Il n'y a que quand on est chargé que le tibia saute aussi facilement. Ça, c'est les personnes qui font ce que tu dis là. C'est typique. Et après, un gros cutting aussi, peut-être. Ça aide aussi en cutting. Le cutting, c'est sûr que ça aide pas. Ces restrictions hydriques, automatiquement, les ions apportés par l'eau, les os en ont besoin pour être solides. Le calcium. Donc forcément, si on diminue l'apport hydrique, automatiquement les os sont moins solides. Mais ça, plus le dopage, plus la charge de travail, d'entraînement, sommeil, et ça aboutit à des trucs comme ça. Donc on dit souvent pas de chance, pas de chance, voilà, vraiment pas de peau. Non, c'était sûr. C'était sûr. On suit un peu la programmation de la tête, on se dit
il a une chance sur deux de se faire ça. Alors, notre historien n'est pas là aujourd'hui, Eduardo, à qui je fais un coucou parce qu'il est en train de s'occuper de ses poulains, on va dire, qui vont participer à l'ARES. Mais on va quand même parler un peu d'histoire. Moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous avez découvert le MMA. On va commencer par François. Ah bah oui. Bah, j'ai découvert le MMA par le Sanda, boxe chinoise, et du coup c'est cette espèce de transition boxe-lutte qui m'a interpellé. Puis après, bah, voilà, comme tout le monde, RTL 9, UFC, et puis boum, hein, j'ai commencé à la Fight Academy, et puis Ah oui. ouais, je m'entraînais avec Fernand. C'était Oui, à l'époque où Fernand s'entraînait, donc où il combattait encore. Il était là, Wanilo aussi, peut-être, oui. Et puis du coup, voilà, puis à partir de là, hop, ça monte. Hein. Après, dès qu'on a planté la graine du MMA, de toute façon, c'est fini après. Et autre question, du coup, comment est-ce que vous êtes inscrit à la Free Fight? Vous l'avez cherché comment? Parce que Free Fight, c'est pas MMA. Oui, mais à cette époque-là, c'était comment? À cette époque-là, on cherchait le Free Fight, on tape Free Fight, école Free Fight, et on tombe dessus, Free Fight Academy. Et c'est aussi simple que ça. Et je faisais 1 heure, je me rappelle, je faisais 1 heure et demie de trajet chaque entraînement aller-retour pour aller là parce que j'étais sûr que c'était l'endroit. Mais c'était une époque sympathique. Mais heureusement que ça a changé quand même. Beaucoup à Mathieu Nicourt, hein, par la même occasion. Qui d'ailleurs, hein, son événement aura lieu, je crois, c'est le 28 à Orange. 28 mai, je crois, je sais pas, c'est peut-être une boutade pour... mais c'est bientôt, c'est très bientôt. Jonathan. Moi, c'est long, parce que en fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, du coup, mais vraiment dans l'enfance, je me rappelle avoir vu des événements sur Canal+, mais en très tard dans la soirée, et moi, à cette époque-là, je pensais que c'était du catch. Je ne savais pas ce que c'était. Je pensais vraiment que c'était du catch, mais en fait, c'était le Pride. Et maintenant, en connaissant le MMA, je me rappelle avoir vu des images du Pride, en fait, très, très, très jeune. Et après, je suis arrivé à 13 ans dans mon club, qui ne s'appelait pas encore la Old School Academy, mais dans le club auquel je suis encore aujourd'hui, à la Old School Academy. Et j'ai pris passion. À la base, je jouais au football. Et du coup, j'ai pris passion au sport de combat. Mais je pense que j'avais déjà des prédispositions pour faire des sports de combat depuis très jeune. La bagarre, j'adorais ça à l'école, etc. Du coup, je pense que j'étais déjà orienté pour ça. Et c'est de là que j'ai connu le MMA. Et après, j'ai commencé à découvrir le système du MMA, du coup, les organisations, l'UFC, toutes ces choses-là, les stars, genre Saint-Pierre qui était pour moi mon idole d'adolescence et aujourd'hui un exemple à suivre en termes d'athlète. Et j'ai pris goût, comme François pouvait dire, une fois que tu es rentré dedans, tu prends goût. Et après, il y a aussi une phrase qu'on a pu me dire aussi, et moi je marche beaucoup avec des phrases, il y a des moments dans ma vie où il y a toujours des petits trucs qui restent dans ma tête. On m'a dit c'est pas toi qui choisis le MMA, mais c'est le MMA qui te choisit. Parce que j'ai commencé avec plein de gens et en fin de compte, dans le parcours, il y a plein de gens qui ont arrêté. Et on est de ma génération, par exemple, je suis le seul à être resté et à avoir continué le MMA, etc. Mais peut-être aussi parce que j'avais un objectif de vouloir devenir le meilleur athlète du monde. Du coup, j'essaie de me raccrocher à cet objectif et de perdurer. J'aime beaucoup cette phrase. Je sais pas, hein, ça nous parle à tous, hein, j'imagine. Ouais. J'aime beaucoup cette phrase. Pas mal. Le MMA, c'est lui qui choisit, oui. Pour le coup. Ça m'est tombé dessus, moi, perso. Alors, du coup, je vais reprendre aussi la question de tout à l'heure par rapport au club de Roscoff, hein, afin qu'on puisse en parler. Pourquoi l'avoir choisi aussi, notamment? Bah moi, écoute, j'étais au Management Factory. J'ai commencé à Factory. J'avais des objectifs que j'avais parlé avec Fernand. Dans les médias, ça se faisait pas. Les fights que j'ai fait sous l'égide de la Factory, c'est eux qui m'ont contacté. Et en fait, je croisais Guillaume à chaque fois sur les shows en Belgique. Et après, on a discuté. Et je lui ai dit mes objectifs que je voulais. Et le courant est bien passé entre nous. Et moi, c'est vrai que je pouvais plus trop aller sur Paris avec le travail. Donc, j'ai décidé de travailler avec Guillaume.
Ça s'est fait rapidement, donc on a commencé tout pile au moment où je devais combattre pour la ceinture au beatdown. Et à partir de là, le processus a commencé et il a mis en place tout ce que je voulais. Donc c'est vrai que déjà c'est un bon manager et au-delà de ça, on a une grosse écurie. Il y a vraiment tous les meilleurs, enfin une bonne partie des meilleurs athlètes de France et même de l'étranger. Donc La une grosse BTT. écurie. Ouais. Ouais. Ok. Et comment est-ce que vous avez découvert le MMA? Moi j'ai une famille de boxeurs, des oncles qui sont entraîneurs, du coup il y avait toujours la boxe à la télé, il y avait souvent des magazines de boxe. Et je me rappelle, j'étais petit, une fois sur les magazines, il y avait deux têtes de gars avec des trous partout dans le front, là, en sang. Et c'était le combat de MMA, donc j'ai regardé, je regardais. Et après j'ai vu le premier nom que j'ai regardé, c'était Kevin Randleman. C'est le premier nom que j'ai tapé sur YouTube et depuis c'est le mec que j'ai accroché et qui m'a donné envie d'en faire, mais j'ai jamais franchi le cap. Et c'est de par le biais du travail que j'ai rencontré des gars de chez moi qui faisaient du MMA et ils m'ont mis dans le bain. Vous savez ce que vous faites comme boulot? Moi, je travaille en boîte, forcément. Donc ils font tous du MMA, c'est ça, c'est ça que vous êtes en train de me La dire? moitié, ils faisaient, la moitié. Mais après, par chez nous, les trois quarts des portiers, ils en font. Donc automatiquement, tu as déjà un pied dedans sans le vouloir et après, ça a déjà accroché direct, quoi. J'ai envie de dire une bêtise. Bon, pour ceux qui ne savent pas, juste à côté, on a Cyril Diabaté, j'ai envie de l'embêter, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire ici parce que j'allais dire pourquoi c'est de la self-défense le MMA ou... Non, mais c'est vraiment Désolé, Cyril. c'est vraiment les boîtes qui nous, les boîtes de nuit, parce que par chez nous c'est des animaux, le public de boîtes de nuit chez nous c'est des animaux. Du coup ils prenaient vraiment les têtes solides de par chez nous pour travailler. Et par chez nous c'était les mecs qui faisaient du MMA tout simplement. Donc c'était pas forcément des gars qui savaient travailler en tant que portier, mais ils étaient respectés du moins dans les endroits où on travaillait, quoi. D'accord, ok. Donc, pas trop de bagarres ou quand même? Je dirais en off, ça c'est mieux. D'accord, d'accord. Ça, j'en ai déjà vu, moi, perso. Hein. Ah, je dis ça, je dis rien, ok. Ah ouais, donc ça, du coup, il y a un entraînement quotidien, quoi, si je comprends Tu bien. t'entraînais pour aller travailler, ouais, ça c'est sûr. Hein. Oh là là, ok, très bien, ok. Et est-ce qu'il y a un combat phare, en fait, que vous avez en tête, que vous n'arrivez pas à oublier? François? Moi c'était Randleman Fedor, c'est sa souplesse. Celle-là, elle m'a marqué à vie. J'avoue, celle-là, ouais. Aussi, ouais. J'ai pas compris sa nuque, comment elle a réagi, t'as vu, mais... Toujours pas compris non plus. Ouais. Ah, j'avoue, il tombe sur la nuque, il se plie en deux, mais... Il est mort. Tout ira bien, il arrive à le battre quand même, c'est ça, quoi. Il y en a un autre combat? Oh, c'est dur d'en choisir qu'un, mais... Ou deux, trois. Mais moi, je pense que la carrière en général de Georges Saint-Pierre elle m'a été très inspirante. Et je bouffais les combats et les vidéos de Georges Saint-Pierre. Mais vous aimez aussi l'humain, en fait, de Georges Saint-Pierre. Comme quoi, c'est important, finalement. J'aime aussi l'humain, mais j'aime beaucoup l'humain. Mais là, vraiment, quand je parle du MMA, j'essaie de... Quand je vais parler de technique et de tactique, de toutes ces choses, je vais essayer d'enlever en fait ma partie affective et vraiment rester sur le sportif. Mais ouais, j'apprécie fortement l'humain, Georges Saint-Pierre. Enfin, en tout cas, l'humain médiatique, je ne le connais pas personnellement. Mais un combat où je vais en choisir un seul, José Aldo, Chad Mendes 2. C'est le combat que je regarde tout le temps avant de recombattre. Je me dis, avoir cette intensité, bon, je suis un 84, du coup, je sais que je ne l'aurai pas, mais avoir cette intensité, avoir ces skills techniques des deux côtés, et que ce soit défensivement chez José Aldo pour ne pas tomber face à un gros lutteur comme Chad Mendes. Chad Mendes de s'être reconstruit après la première défaite face à José Aldo, même si elle est un peu litigieuse avec José Aldo qui accroche la cage. Mais pour reconstruire son travail en pied-point pour essayer de ne pas prendre ses low kicks et les punches de José Aldo, c'est 5 minutes d'intensité, enfin 25 minutes d'intensité incroyable. Du coup, je retiens celui-là pour moi, pour le plus gros combat. On ressent, hein. Enfin, je sais pas, moi j'adore quand on me raconte des combats en fait. Ah, Je suis dans le combat aussi, même si c'est déjà vu, mais voilà. Il faudra qu'on se fasse une soirée même. Non, ouais, là, c'est obligé. Là, comme ça, on en parle encore après. Non. Avec Antoine Simon, en général, on refait les fêtes après. Quand on se croise, il faut nous séparer. Toujours. Waouh! Alors du coup, bon, il reste sur ce combat ou un autre Non, marquant... vraiment pareil. Georges Saint-Pierre, c'est vraiment pour moi, c'est l'exemple du MMA par excellence, quoi.
Il a réussi à vraiment allier le côté MMA martial, le côté arts martiaux. Vraiment, c'est vraiment, ouais, il incarne les arts martiaux et le côté sport. Il a lié les deux, c'est humainement parlant, enfin bref, ouais, vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Et une petite dernière question pour finir. Hein, qui est-ce que vous voulez terminer, Roscoff, bientôt là? Quelqu'un que vous avez en tête que vous voulez absolument avoir? Comme combattant, Oui. En MMA ou bare knuckle? On peut dire les deux. Hein. Bah, bare knuckle, j'avais demandé le champion en Angleterre, ça c'est d'office. Et l'année prochaine, j'aimerais bien m'essayer à la CA. J'avais parlé un peu avec Guillaume, j'aimerais bien m'essayer avec Smoldarev. Je vous dis, ce monsieur, c'est l'homme de tous les défis. Je sais que les gens ne le connaissent pas trop, mais c'est un gars dans mes dimensions, avec un style plus ou moins comme moi. Donc je pense que ça peut être... je sais que c'est du très gros niveau, hein, mais je ne sous-estime pas. Mais ça me donne un challenge en plus. Après, qui sait, peut-être que d'ici là, j'aurai d'autres échéances en bare knuckle qui feront que, mais dans tous les cas, l'année prochaine... Ouais, j'ai entendu l'année prochaine. Ouais. C'est parce qu'il y a encore un temps de préparation pour... c'est ce que j'ai compris. Il y a beaucoup de failles en plus qui arrivent là jusqu'à la fin de l'année pour dire de vraiment préparer l'année prochaine au top, quoi. Ok. Ouais. Moi, bah, c'est qui le numéro 1 84? C'est Israël Adesanya, du coup, c'est lui qu'on va viser, mais... Oui, ok. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant, il faut être honnête avec soi-même. Pour l'instant, c'est mon prochain adversaire. Ion Pascu, je crois, en Roumanie. Ouais, voilà, et on y va et on va, si je parle un peu vulgairement, on va lui faire du sale. Bon, ça va, c'est léger, c'est ça tranquille. va, tranquille. Mais je note, hein, Adesanya, vous êtes un bon lutteur. Faut demander à mes adversaires, mais je pense que oui. je pense que oui. Après, ouais, non, je pense que je lutte quand même assez bien. Je suis un bon lutteur MMA. Après, lutte pure, j'ai essayé un peu. J'ai fait des tournois. Je suis arrivé 3e en Ile-de-France il y a quelques années, mais je pense qu'en MMA, je suis un bon lutteur. Je suis quelqu'un qui lutte plutôt bien. On va en parler à tonton Dana. Faut pas oublier, monsieur est prêt, même si je pense qu'il ne verra pas la vidéo. Hein, mais c'est pas grave, on essaye toujours. Et on va demander à François qui est-ce qu'il veut terminer. Parce que, oh oui, on verra. Qui est-ce qui veut terminer, même s'il ne combat pas actuellement. Bah, vous voulez quel adversaire? On va faire un combat exhibe. Ragnar. Mathieu Nicourt avec les lèvres. Non, il n'y a pas de... Moi, je suis un homme de paix. Je soigne. Je soigne les gens. Même moi, j'ai pas la réponse à cette question. J'aurais pas choisi une femme en plus. Donc, non. Je veux Connor parce que là, en ce moment, c'est moins bien. Donc, j'essaie de trouver des objectifs. Il faut toujours. Il n'a pas le temps. Mais est-ce qu'on peut dire qui c'est vous voulez dépasser qui dans les médias? Tout le monde. C'est une bonne question. Tout le monde. Et je peux travailler pour tout le monde aussi. Non, je cherche pas à dépasser en fait parce que vraiment je trouve qu'on la preuve en est, hein, on a Tatami Connection qui est juste là. Moi je suis plus dans on est tous ensemble et on est là vraiment pour accompagner le développement du MMA. On a trop de combats encore, il y a trop de choses à faire. Donc non, c'est pas le but de dépasser, mais par contre, j'aimerais que mon objectif c'est vraiment que les combattants français aient le rayonnement qu'il faut. Voilà, et surtout le retour sur investissement personnel, financier, etc. Moi, lorsque j'aurai ça, je serai satisfaite. Voilà. Parce que, comme je dis, vous faites le show, moi, vous me régalez, donc je fais attention aux combattants. Voilà. Quand je vois que, par exemple, vous allez avoir un combat, mais que vous n'êtes pas forcément bien, je ne vais pas venir vous embêter. Donc, vraiment, voilà, moi, je pense que vous travaillez pour moi, je travaille pour vous. Ça, c'est un échange. C'est ça. Et comme je dis, je vis mes plus grands kiffs. Là, il y a Cyril Diabaté qui est juste là. Voilà, je vois les pionniers, tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, le MMA, on peut en parler, quoi. Donc, non, moi, je ne vais pas commencer, sinon je ne vais pas m'arrêter, parce que la passion va me dépasser. Mais non, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff. Donc, non, je ne cherche pas, mais après, augmentez les abonnés quand même, les gars, hein, parce qu'on ne mange pas avec des cornflakes. Hein, donc... mais c'est par des discussions et des mags comme ça que les gens vont continuer à s'abonner et à monter
et à être actifs dans notre communauté. On l'espère, mais surtout qu'ils voient aussi qu'ils aient un regard différent sur le MMA. Voilà, ce sont des êtres humains, c'est le plus important. Voilà. Moi aussi, je suis un être humain parce que souvent on me dit en tant que femme, c'est bizarre, elle aime le MMA. Non, je suis un être humain avant tout et j'aime le MMA comme n'importe qui en fait. Tout simplement. Ça reste un sport. Voilà, exactement. Un sport. Un sport comme le judo et autres, on peut l'aimer, on peut l'apprécier. Et je l'apprécie de la même manière en fait. Enfin encore plus parce que j'aime plus le MMA. Voilà. Sur ce, je vous remercie vraiment pour le temps accordé. Merci à toi. Un vrai kiff. Je vous reverrai forcément parce que j'ai encore plein de questions et comme ça rigole pas derrière, là, ils m'ont dit c'est bon, on arrête. Donc on pourrait parler des heures sinon. Bon, merci en tout cas, merci beaucoup et force à tous. Hein. C'est le plus important pour les échéances qui arrivent. Et n'oubliez pas François Maubert. Il faut aller le voir en masse, il n'a pas le temps, mais il faut le laisser quand même faire ses projets, mais on l'accompagne. Pas de souci. Merci pour tout. Hein. Merci à toi. Et quant à nous, on se voit prochainement sur un prochain mag ou MMA Quiz, hein, je pense. Allez, salut à tous. Merci.